Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la grande réinitialisation, ou si vous préférez, The Great Reset, avec un homme extraordinaire du nom de Jean Tardy, que j'ai bien hâte de vous présenter immédiatement après ce qui suit. Monsieur Tardy, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à notre émission Théovox Actualité aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est fort passionnant, The Great Reset, la grande réinitialisation. Mais juste avant d'aller de l'avant, j'aimerais juste, pour le bénéfice de nos auditeurs, faire découvrir qui est le personnage derrière M. Jean Tardy. Vous avez une maîtrise en sciences des mathématiques. Vous êtes un systémicien. C'est un nom à 100 $ que j'ai découvert. Et la définition, c'est, en fait, vous êtes spécialisé dans la technique des systèmes complexes d'ensemble d'éléments en interaction. Ça veut dire quoi, ça, en français courant? C'est une façon de comprendre qu'est-ce qui se passe en examinant les événements ou les organisations comme des systèmes ou en tant que système. J'ai fait ça toute ma vie. C'était le sujet de mes études en optimisation stochastique. Et ensuite, j'ai travaillé surtout comme conseiller ou consultant en recherche et développement. À chaque fois, il s'agissait de percevoir qu'est-ce que l'information que j'avais et de la façonner dans une organisation, si on veut, ou comme système ou comme programme. Wow. Alors, j'ai fait ça toute ma vie. C'est la façon avec laquelle, c'est l'outil essentiel que j'utilise pour percevoir la réalité. Wow. Je me suis servi de ça aussi pour élaborer des architectures de systèmes, y compris l'architecture de systèmes en intelligence artificielle. Vous êtes un passionné de voile. Oui. Vous avez fait un périple extraordinaire. Moi, chaque fois que j'entends votre périple, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler à quelques reprises, vous avez traversé l'Atlantique. Ah oui. Ça vous a pris combien de jours? En solo, en plus? En solo, ah oui. Seul? Oui, oui. Ça a pris 19 jours pour me rendre aux Açores, l'archipel qui est dans le milieu des Atlantiques, puis un autre 15 jours après pour me rendre à la Corogne. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un tel exploit? Oh, la traversée de l'Atlantique, ça fait partie de ces choses-là qui accrochent l'imagination. Ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours tenté. Et même, j'ai acheté mon bateau initialement, pas pour moi, pas pour le faire. Moi, je pensais que j'étais trop vieux à ce moment-là. J'avais près de 55 ans. Et puis, je m'étais dit, peut-être que mes enfants le feront un jour. Puis, à la fin, c'est moi qui l'ai fait. Vous êtes aussi un écrivain. Vous avez écrit 3 bouquins, si ma mémoire est bonne. Je les ai ici, je vais les présenter à nos auditeurs parce que je ne connais pas les titres par cœur. Vous avez écrit tout un manuel qui est assez imposant, qui s'appelle The Mecha Sapiens Blueprint. Oui. C'est un livre sur l'intelligence artificielle. Oui. J'imagine que ce livre-là a été consulté par des experts aussi en intelligence artificielle. Oui, oui. J'ai été invité à participer à une conférence relativement récemment, organisée par AAAI, American Association for Artificial Intelligence. Et je suis en contact avec un journal qui me demande dans le moment de contribuer à un autre article, par exemple. Ce que c'est ce livre-là, essentiellement, c'est une architecture de système qui permet ou qui indique comment on pourrait construire des machines qui auraient une certaine conscience. C'était un très grand travail, un travail de long terme que j'ai complété il y a quelques années. Oui, récemment, j'ai fait une présentation aussi à l'Université du Québec à Rimouski, à propos de ça. Vous avez aussi écrit The Creation of a Conscious Machine. Oui. Et ce livre-là, j'imagine que c'est encore en lien avec l'intelligence artificielle? Oui, oui, tout à fait. Ça correspond, pour les gens qui ont une connaissance un peu plus technique, à ce qu'on appellerait les spécifications, specifications. Oui. Alors, ça décrit les objectifs à atteindre, tandis que l'architecture, elle, décrit de façon générale comment les atteindre. Wow! Puis on sort de l'intelligence artificielle complètement. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle La voie du dogme, la défense de la foi, qui est un livre chrétien parce que vous êtes un chrétien, vous êtes pratiquant également. Tout à fait. Pratiquant et fervent. Ça remonte plus loin. Ça, j'ai commencé ça il y a presque 25-30 ans là, maintenant, à la suite d'un vœu. Alors, mon fils a eu un accident grave et à ce moment-là, alors j'ai cherché, moi, qu'est-ce que je pouvais apporter de mieux? Qu'est-ce que je pouvais donner de mieux? Faire ce que je pouvais faire de mieux. Puis, en ce qui me concerne, ce que je peux faire de mieux, c'est l'analyse.
analyser, voir comment les idéologies interagissent, comment est-ce que ces choses-là arrivent. Alors, c'est ce que j'ai promis à Dieu de faire et c'est ce que j'ai fait. Ça a pris 9 ans. À écrire ce livre-là. Pourquoi, je ne sais même pas maintenant. C'était très difficile à écrire, très difficile. Mais je l'ai complété. Puis il est encore tout à fait actuel. Il y a beaucoup de choses qu'on vit maintenant, que je n'ai pas prévu. Ce n'est pas tellement une prévision, c'est que il s'agissait pour moi d'écrire devant Dieu et d'écrire, de voir la réalité à travers le prisme du credo. Mm-hmm. De voir ce qui se passait et de dire, OK, comment ça se compare, ça, au credo, aux affirmations de la foi? Puis aujourd'hui, M. Tardy, on se rend compte parce qu'on a un sujet extrêmement important, un sujet qui est sur les lèvres de plusieurs gouvernements à travers le monde. Et il y a quelques mois de ça, si on avait traité de ce sujet-là ensemble, on se serait fait traiter de complotiste. On parle du Great Reset. La plupart des gens connaissent le Great Reset ou en français la grande réinitialisation. Mm-hmm. Il y en a qui vont même dire la grande remise à zéro. Oui. C'est quoi au juste le Great Reset? Je sais que dernièrement, juste avant peut-être de vous laisser, de vous entendre là-dessus, dernièrement, on a le premier ministre Justin Trudeau qui, dans une conférence de presse au mois de septembre, a sorti pour la première fois The Great Reset. On l'écoute à l'instant. Canada believes that a strong, coordinated response across the world and across sectors is essential. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. M. Trudeau vient juste lui-même de mentionner que c'est le temps, à l'intérieur de cette pseudo-pandémie-là, de parler de Great Reset. Est-ce que le Great Reset, M. Tardy, est encore vu comme un complot? Et c'est quoi vraiment le Great Reset ou la grande réinitialisation? Pour commencer, il ne l'a pas mentionné pour la première fois à ce moment-là. Ça fait des années que ça se prépare. Il était lui-même un des hôtes d'une conférence de High Level Politician Forum qui annonçait le Great Reset et annonçait son accélération en utilisant la COVID. Et il y a encore d'autres de citations et engagements formels du gouvernement d'implanter le Great Reset, la grande remise à zéro. Alors, ce n'est pas la première fois. C'est les premières fois que les gens commencent à s'en rendre compte. Mais on parle ici de quelque chose qui est en préparation depuis longtemps, pour laquelle l'information est totalement disponible. Mm-hmm. Avant de décrire qu'est-ce que c'est, je voudrais dire comme une petite histoire ou d'une certaine façon pour expliquer qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le moment. Alors, imaginez quelqu'un qui demeure à Montréal puis qui décide d'acheter un chat. Il est confiné, il s'ennuie, il dit « Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un minou. Alors, je vais en profiter, je vais acheter un minou. » Et puis là, il dit « Bon, je vais l'acheter en ligne, COVID oblige. » Il appelle, puis il dit « OK, je voudrais avoir un minou pour me tenir compagnie. » Quel genre de minou? Ben, il dit « Pas trop petit, quand même assez gros. J'aimerais bien ça, un minou ici qui a des rayures orange et noires, j'aime bien ça, puis une belle petite face ronde. » Quelques jours plus tard, ça sonne à sa porte, il ouvre la porte, puis ce qu'il y a devant lui, c'est un tigre. Mm-hmm. C'est ça, le Great Reset. C'est quelque chose qui a l'air d'innocent, mais qui est un putsch tyrannique de totalitarisme inhumain et dangereux, sous des apparences innocentes. Et cet agenda-là, essentiellement, répond à toutes les aspirations et toutes les demandes des progressistes, mais dans une forme inhumaine et totalitaire. Quand on parle de dangereux, on parle de dangereux dans quel sens? Dans le sens que ça peut mener à une société de contrôle absolu. Une société dans laquelle l'humanité n'est pas vraiment, où la population du Canada et du Québec est contrôlée, ses échanges sont contrôlés, son identité est contrôlée sans arrêt et continuellement. Une société d'individus qui se font seulement fournir un type d'information et dont les activités sont limitées et contrôlées par le gouvernement. C'est un totalitarisme, une dictature. Pour rencontrer des objectifs planétaires,
qui ont été concoctés par le Forum économique mondial. Mhm. Alors, on est devant quelque chose ici. Les gens doivent s'informer. Ouais. Vous avez juste dit, là, il vient de le mentionner pour la première fois, mais vous regardez les documents, puis j'en ai mis sur un site web, puis je vous les ai fournis. C'est en préparation de longue date. Ouais. Et c'est quelque chose de gros. Ouais. On n'a pas idée à quel point c'est gros, mais j'espère que les gens vont avoir une idée après ce que j'ai mentionné. Le Great Reset, c'est quelque chose de gros. Vous avez déclaré, le Great Reset ou la grande remise à zéro n'est pas un complot secret. Non. C'est un agenda d'ingénierie sociale radicale en 17 objectifs énoncés par le Forum économique mondial et parrainé par l'ONU, dont la réalisation débutera en 2021 et durera une décennie. Ce programme est soutenu par le grand capital et endossé par les élites politiques, académiques, médiatiques et religieuses de la planète. Cet agenda s'étend à tous les aspects de la société, des grands investissements énergétiques jusqu'aux cours de maternelle. Ouais. Oui. Cours de maternelle. Ah oui. Vous entendez quoi par le cours de maternelle? Je fais référence à un des agendas des objectifs de développement durable qui indique comment les écoles devraient enseigner, faire l'enseignement de la sexualité. Et parmi ces objectifs-là, pour le niveau 4-5 ans, on indique et on apprend ou on détermine que les enfants devraient apprendre à identifier des adultes de confiance qui ne sont pas leurs parents nécessairement. Et on commence à les induire à ce moment-là dans l'idéologie LGBT, une idéologie qui est sexualité dénaturée. Alors imaginez, là, c'est ça. Et l'intention, c'est de le faire à travers la planète. Les agendas le Great Reset fait la promotion ou incite ou encourage l'installation des agendas de développement durable, OK, qui sont parrainés par l'ONU. Ce dont je parle, c'est la petite roulette de Horacio Arruda. Là. Vous la voyez, là? Ouais. Vous allez la retrouver dans leur documentation, c'est ça. Et c'est un agenda global, mondial, de faire ça à travers la planète pour tous les enfants de la planète, y compris les nôtres, là, les gens qui sont ici. Alors, quand je dis jusqu'à la maternelle, c'est ça. C'est ça. Des instructions documentées, des objectifs de développement durable qui visent l'éducation des enfants de maternelle ou 4-5 ans. Ça se concrétise comment dans la matérialisation d'endoctriner nos enfants dans The Great Reset? C'est laissé à l'initiative de chaque gouvernement national et de chaque ordre national. Comment ça va s'initier? Ça va dépendre des gens. Au Québec, il y en a déjà des gens qui font des cours de sexualité et tout ça, qui sont inspirés du Great Reset et qui suivent les directives. Alors, le Great Reset, les objectifs, émettent des objectifs qui ensuite sont mis en application au niveau local, avec le soutien actif de nos gouvernements, actifs et enthousiastes de nos dirigeants et de beaucoup d'autres personnes. Là. Alors, concernant le soutien actif, direct, enthousiaste ou volontaire du Parti libéral du Canada et du gouvernement canadien, dans la trousse, il y a plusieurs sites et documents qui l'indiquent. Ce n'est pas secret. Ce n'est pas un complot dans le sens que ce n'est pas secret. C'est toujours comme ça. Quand la Deuxième Grande Guerre s'est déclenchée, les gens disaient comment ça se fait qu'il se comporte de même, lui? Bien, il l'admet aujourd'hui. C'était écrit, publié dans son livre, Mein Kampf. Hitler avait dit ce qu'il voulait faire, mais les gens ne le prenaient pas au sérieux. Alors, c'est un peu ça maintenant. Là. Il y a des objectifs, il y a des gens qui disent des choses radicales, qui ont énormément de pouvoir, qui ont l'aval de beaucoup, beaucoup de gens puissants et dont les objectifs sont radicaux. Quel genre d'acteurs qu'on peut retrouver en arrière du Great Reset, par exemple? Alors, c'est très, très cohérent. Hein? Le Great Reset lui-même est l'expression utilisée par le Forum économique mondial et liée à la pandémie ou accélérée par la pandémie. Le Great Reset et le Forum économique mondial dit que le Great Reset est l'implantation essentiellement des objectifs de développement durable qui, eux, sont parrainés par les Nations unies. Alors, un groupe de capitalistes
le grand capital mondial essentiellement, déclare qu'il y a une urgence et qu'il faut de façon radicale implanter dans la décennie 2020 à 2030 c'est les objectifs de développement durable des Nations unies qui, eux aussi, étaient conçus pour être implantés dans la période 2020 à 2030. C'est pour ça que leur agenda s'appelle Agenda 2030. Alors, il y a c'est organisé, là, et c'est spécifique, et c'est déterminé. Quand on parle des objectifs de développement durable, on pense à quoi, notamment? Avant, je voudrais mentionner un peu, décrire un peu ce que c'est un peu plus le Forum économique mondial, qui parraine cette chose-là. Ça, c'est le grand capital. C'est un groupe qui se réunit annuellement depuis des années, qui comprend, dans le Forum économique mondial, qui comprend tous les GAFAM, parmi les 114 partenaires stratégiques ou partenaires simples, c'est-à-dire toutes les grandes compagnies qui dirigent l'information mondiale. Google, Apple, Facebook font tous partie de ça. Ils sont tous des gens qui participent au Great Reset et aux déclarations du Great Reset. Tu as les Big Four. Qui sont les grandes firmes mondiales de comptabilité. Il y a 4 grandes firmes comptables mondiales, KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte et Ernst & Young. Ils sont tous là-dedans. Tu as aussi les pharmaceutiques. Les 4 pharmaceutiques dont on entend parler récemment là, sont tous des partenaires stratégiques ou partenaires du Forum économique mondial. Ah oui. Sans compter d'autres, des grandes banques, etc. Et ce groupe-là, dans le Great Reset, a déclaré qu'il y a une urgence climatique extrême. Là, ça fait à peu près 40 ans qu'on déclare qu'il y a une urgence climatique extrême. Mais là, ils l'ont déclaré encore. Et ça, c'est pour eux la motivation et la justification d'une prise de contrôle de l'humanité. Alors, Facebook, là, Google, ont déclaré formellement à travers le Forum économique mondial qu'il y a une urgence climatique extrême qui devait prendre des mesures extrêmes de contrôle, qui requéraient ça. Alors, on se demande, ils font de la censure, est-ce que vraiment, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est? Ben oui, ils font ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Il s'agit d'aller voir la documentation que j'ai fournie, qui est là, qui est sur leur site Web, et de les prendre au sérieux, de dire, ces gens-là sont les partenaires stratégiques, et ça, le Great Reset, c'est ce que ça dit. Est-ce que c'est un addon, d'après vous, de voir des Pfizer puis toutes ces entreprises pharmaceutiques-là faire partie du Forum économique mondial et en même temps être les premières organisations en pharmaceutique qui ont découvert de vaccins? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, les 4 pharmaceutiques qui ont annoncé les vaccins les plus récents, Pfizer, AstraZeneca, c'est quoi les autres? Moderna et Johnson & Johnson sont tous soit partenaires stratégiques ou partenaires du Forum économique mondial. Allez sur le site Web, cliquez, regardez, c'est là. On parle de plus en plus de traçabilité. Je sais que j'ai lu un de vos articles que vous aviez publié sur la traçabilité. Ça fait quoi au juste, cette traçabilité-là? Est-ce que cette traçabilité-là rentre dans le cadre de toute cette grande réinitialisation-là? À mon avis, oui. Les applications de traçabilité, Jean-François, est un des outils totalitaires les plus absolus qu'on peut imaginer. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet à l'État ou à ceux qui le contrôlent de savoir en temps réel, de connaître toutes les rencontres, toutes les interactions humaines où les gens peuvent se partager de l'information. Comme ce qu'on fait dans le moment. On échange de l'information. C'est une rencontre de ce type-là. En temps réel. Imaginez, c'est un outil de contrôle totalitaire absolu. C'est présenté comme une façon de maintenir le traçage anti-COVID. Possiblement, mais c'est aussi un outil totalitaire. Puis il faut se poser la question, est-ce que la pandémie est si grave qu'on va sacrifier totalement nos libertés et nos droits d'association? Parce que c'est ça qu'on nous propose, là.
n'importe quel informaticien qui fait l'effort va déterminer, comme moi, qu'un outil de traçage, même anonyme tel qu'il est proposé, peut détecter tous les types de rencontres humaines qui sont d'intérêt. Alors, je vais t'expliquer. Je vais te l'expliquer avec une genre d'histoire. Ouais. Imagine quelqu'un a son appli de traçage sur lui là, qui détecte les échanges, détecte les proximités. Hein? Il y a un numéro anonyme et son appli envoie toutes les secondes la liste des autres numéros ou des autres personnes anonymisées auprès desquelles il se trouve à cet instant-là, chaque seconde. Alors, ce gars-là décide d'aller, mettons, au centre d'achat. Il s'en va magasiner. Il sort de son auto, il marche vers le centre d'achat. Alors, l'appli de traçage ne signale rien. Il est tout seul. Il rencontre quelqu'un, il le croise. Mettons qu'il y a quelqu'un qui revient de magasiner. Il y a un message. C'est un croisement qui dure quoi, 2 secondes à peu près? Ouais. Et là, il continue. Il rentre dans le centre d'achat, là, il commence à se promener dans les allées. Là, son appli génère un paquet de messages, évidemment, parce qu'il rentre en contact avec toutes sortes de monde. Ouais. C'est un type de contact particulier. Ce sont des échanges de courte durée, quelques secondes. Tu croises quelqu'un avec un grand nombre d'individus, un grand nombre de choses. Okay? C'est ça. Et ça, c'est une signature statistique, si on veut, d'un type d'activité. Alors, quelqu'un peut faire facilement des algorithmes qui vont détecter cet événement-là, puis qui vont dire, ah oui, il est dans le centre d'achat ou il est en train de faire une activité de magasinage. À cause de la vitesse. À cause du nombre de contacts, la vitesse, la fréquence. OK. Tout anonyme. Juste uniquement l'information anonyme est suffisante pour détecter ça. Mettons, le gars, après ça, il décide d'aller à une rencontre où un ami a invité une dizaine d'amis chez lui. Fête de Noël. Mettons, fête de Noël. Puis on va parler un peu en même temps de vas-tu te faire vacciner l'an prochain ou quoi? Puis on va échanger de l'information. Alors là, il va là. Pendant qu'il est en auto, il n'y a pas de message, évidemment. Il rentre chez la personne. Encore une fois, il y a des contacts qui sont signalés. Ouais. Des contacts différents. Parce que là, il va rencontrer quelqu'un, il va jaser un petit peu. Ça va durer quelques minutes. Puis il va aller voir quelqu'un d'autre. Puis là, il va y avoir une autre signature statistique. Qui va être différente de la précédente. Qui va dire, ah, ça c'est un... Puis ça peut être fait assez finement que sur la signature, tu peux savoir, c'était-tu un brunch, où les gens se rencontrent, s'échangent, tout ça, ou est-ce qu'ils étaient tous assis autour de la même table? OK? Alors, tu as un utilitaire, là, qui permet de détecter tous ces moments, parce que dans une société libre, quand des citoyens se rencontrent et échangent des opinions, c'est ça le ferment de la liberté, là. Se disent, se parlent, échangent, témoignent. Tout ça, c'est détecté, parce que ce sont des échanges qui durent quelques minutes, qui ne durent pas quelques secondes. Et leur signature va être détectée en temps réel. Ça pose une menace grave sur les libertés individuelles et sur les libertés collectives. Puis c'est jamais mentionné. Mais, comment ça se fait? Mais quel genre de menace, qu'est-ce qui pourrait découler d'une lecture comme celle que vous venez de dénoncer? Bien, on va reprendre notre gars. Il est allé à cette rencontre-là. Admettons que le bureaucrate du moment a décidé que seulement 6 personnes pouvaient se réunir cette fois-là. Petite lumière allume. La police le sait. Hein? Avec la triangulation des messages, ils peuvent savoir où est-ce que ça a lieu. Et comme on sait, le gouvernement a implanté un module de mandat de perquisition automatique qui permet à la police de rentrer chez vous en demandant un mandat de perquisition automatique. Non seulement ça, cette personne-là sort de sa rencontre. Son chiffre anonyme qu'il émet est maintenant associé à un comportement sanitaire inacceptable. Ah, il a rencontré 10 personnes, il est peut-être un peu plus contagieux. Qui sait? Alors, toutes les personnes qui vont croiser, si on l'appli nécessaire, vont savoir qu'ils sont en train de croiser quelqu'un dont les comportements sociaux sont inacceptables. Des policiers, des gardiens, n'importe qui.
Ce que je viens de dire à propos de la faisabilité technique là, et de cette utilisation-là, là, n'importe quel informaticien qui y pense et qui y réfléchit va s'en rendre compte et va être d'accord. Ma question est, j'ai une question qui je suis persuadé brûle sur les lèvres de plusieurs de nos auditeurs. On est 8,5 millions d'habitants au Québec. Si je suis votre logique avec ce que vous venez d'exprimer, comment un gouvernement peut faire la gestion de 8,5 millions, OK, il y a des enfants là-dessus, je peux comprendre, mais vous comprenez, comment le gouvernement peut faire la gestion de 8,5 millions d'habitants via une appli de traçabilité comme celle que vous venez d'indiquer pour essayer de capturer ou de prendre en chasse quelqu'un qui ne se soumettrait pas à des règlements totalitaires? La quantité d'informations n'est pas énorme. Pensez-y, là. Les gens s'en vont magasiner, là. Combien de personnes font des achats avec leur carte d'Internet et leur carte de débit par seconde? Mhm. Puis ça transmet beaucoup plus d'informations. Il y a un flot d'informations énorme, là. Alors, ce dont je parle, ce n'est pas énormément d'informations par rapport aux capacités et aux capacités des machines contemporaines, là. Mhm. Juste dans le moment au Québec, on se parle dans le moment, combien de personnes font des achats Internet? Combien de personnes se font diriger avec l'application Google? Ça signifie la position est mise à jour en temps réel. Ouais. Ce dont je parle, c'est minime comparé à la quantité d'informations dont je parle, OK? Qui se passe dans le moment dans le Québec. Ayant ça, ça fait beaucoup, beaucoup de données, oui, mais il est certainement possible, c'est mécanique et c'est même pas trop compliqué, d'extraire les séquences importantes ou les séquences significatives. Alors, tu fais un filtre, si on veut, pour filtrer le type de rencontre qui t'intéresse et tu vas les sortir, et ça en temps réel. Tout comme les achats dans notre société sont en temps réel. Quand on parle de régime totalitaire, plusieurs personnes diraient on n'est pas encore là. On ne sait pas demain la veille où on va devenir dans une société marxiste et totalitaire. Vous dites quoi à ça? Bien, d'abord, que je croyais ça en mars 2020. Mm-hmm. Moi aussi, je pensais que toute notre société, les bases de notre société, la réglementation nous protégeaient. Peut-être qu'ailleurs, il y allait avoir des crises, mais à Rimouski, moi, j'étais tranquille parce que je vivais dans un pays qui n'est pas totalitaire. Maintenant, au moment où on se parle, on est dans une dictature. Qu'est-ce que c'est une dictature? C'est quand le gouvernement modifie la vie des gens par dictat. C'est ce qu'ils font. Il a l'air sympathique, il a l'air gentil quand tu fais ses conférences de presse, mais il émet un dictat qui doit être mis en application immédiatement. C'était jamais comme ça avant. Alors, ce ne sera pas demain la veille. Qui aurait cru, le 13 mars, que tous les droits et libertés des gens seraient immédiatement stoppés? Moi, je ne l'aurais jamais cru. Mm-hmm. Alors, personnellement, je considère qu'on est dans le moment dans un régime totalitaire et la question, c'est est-ce que ça va se perpétuer ou est-ce qu'on va revenir à la même chose? C'est ça la question. Ouais. Parce que c'est dans le moment, présentement, au moment où on se parle, un régime totalitaire. Klaus Schwab, qui est en arrière du Forum économique mondial, a fait une déclaration qui disait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vécu en quelque sorte un genre de reset à ce moment-là. Il semblait dire dans une déclaration que chaque fléau que la Terre connaît engendre toujours un genre de reset. Êtes-vous d'accord avec cet énoncé-là? D'abord, je suis d'accord que Klaus Schwab fait beaucoup de grandes affirmations de ce type-là. Oui. Dans le moment, ce qu'on vit, c'est un fléau artificiel. Mm-hmm. Si on considère la mortalité, si on considère des données exactes, il ne s'agit pas du même type de fléau que la dernière Grande Guerre ou que la grippe espagnole. Mm-hmm. Lui dit ça parce qu'il veut justifier ce grand reset-là et le changement
de l'humanité. Qu'est-ce qu'un gars comme lui gagne à pouvoir justifier une grande réinitialisation? Personnellement, je ne le sais pas. Il a beaucoup de pouvoir. Il a fondé le Forum économique mondial. C'est peut-être ses idées personnelles. Je ne sais pas. Mais il a déclaré aussi, dans l'avenir, personne ne possédera rien et vous serez tous heureux. Oui. OK? Déclaré toutes sortes d'autres choses comme ça, là. Il y a des grandes idées, il y a des grandes visées depuis toujours, depuis 1970, des grandes affirmations sur l'humanité, la société, la planète, le type d'organisation, le type d'entreprise. C'est un rêveur. C'est vrai. On pensait que c'était un rêveur jusqu'à mars 2020 et on pense que c'est un rêveur, mais là, le rêve devient réalité. C'est ça le Great Reset, c'est ça le problème. C'est plus seulement quelques méga millionnaires qui se rencontrent entre la saison du ski puis la saison du yachting, là. Hein? C'est pas juste du monde qui refond le monde pour s'amuser. Non, il y a un plan en place. Puis ce plan-là, concrètement, si on parle sur le plan économique, par exemple, on peut s'attendre à quoi? Une forme extrême de socialisme, une forme de contrôle social complet, des mesures, des transformations économiques concernant la consommation énergétique, concernant la façon de vivre, qui peuvent être et qui seront extrêmes si ça se réalise. Avez-vous des exemples à nous donner? Oui, on va baisser de 50 on va décarboniser la population. Ça a l'air sympathique comme ça, décarboniser la population, tu sais, en 10 ans. Qu'est-ce que ça implique, ça, comme mécanisme totalitaire pour implanter ça et forcer la population à travers ça, comme destruction là, de tout ce qui se fait? C'est massif. Ouais. C'est massif. Et puis, c'est pas vraiment soumis à un contrôle, à une discussion ouverte. La discussion est terminée. On ne peut plus se réunir, on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus faire d'assemblée, sauf à travers les GAFA, qui eux-mêmes veulent implanter le Great Reset. Pour le commun des gens qui nous écoutent, la GAFA, c'est... Les Google, Apple, Facebook, Amazon et aussi Microsoft et Twitter là-dedans. Les grands, ceux qui contrôlent l'information. Comme tout le monde dans le moment, ou presque, qui ont des téléphones cellulaires, ont une appli de traçage qui a été téléchargée. Cette appli de traçage-là a été développée conjointement par Google et Apple, qui contrôlent tout le marché des téléphones cellulaires. Alors, le consommateur n'a même pas le choix de ne pas l'avoir. Est-ce qu'on pourrait s'attendre, par exemple, M. Tardy, à l'élimination d'argent papier? C'est certainement un objectif. C'est essentiellement ce qui est arrivé avec la pandémie. Qui aurait cru ça? Autrement dit, encore là, tous les échanges financiers sont contrôlés. Il y a un potentiel de contrôle totalitaire vraiment sérieux là-dedans, là. Les échanges financiers, ça fait partie, comment dire, des interactions de citoyens libres aussi, là. Oui. Est-ce qu'il y aurait le potentiel d'élire un gouvernement mondial plutôt que d'avoir des gouvernements par pays? OK. Le Great Reset, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il va y avoir, et il y a maintenant, un gouvernement mondial effectif qui n'est pas élu et dont les directives sont mises en application par les gouvernements nationaux. Tous les gouvernements nationaux, ou à peu près tous, les chefs d'État ont signé et se sont engagés à rencontrer des objectifs radicaux sur le plan social. Et là, encore là, la référence est là. Regardez, l'engagement des gouvernements mondiaux est là. Ouais. Toutes le grand capital et plusieurs même des grandes religions sont d'accord avec ça. Les élites sont d'accord ou s'engagent à ça. Peut-être sans trop savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on est devant quelque chose d'énorme, là. Très, très gros. C'est la réalité de demain, ça. Et ça, cette réalité-là, ça existe maintenant. Les gens voient la conférence. Chaque conférence de Legault, c'est qui est à côté? Horacio Arruda. Avec quoi? Une pine de... Des objectifs de développement durable. Oui. La même personne, son équivalent à Ottawa, c'est la même chose. Oui.
Dr. Tam. Oui. Il y a ça sur lui, là. Vous regardez le symbole du nouveau pouvoir. C'est un pouvoir qui est aux apparences souriantes, dans le sens que ce sont des belles directives pour l'amélioration de l'humanité. OK? Ça ressemble à des vœux pieux, mais ça n'en est pas. Ce sont des directives concrètes. Mais c'est ça, moi, qui me fascine. Pardonnez-moi si je ne vais pas vous mettre sous le feu des projecteurs, mais comment on peut arriver à dire... Je suis un peu, là. Comment on peut arriver à dire ce sont des vœux pieux, mais en réalité, ça ne l'est pas? Comment on peut tirer une conclusion aussi drastique que celle que vous venez d'énoncer en disant que... Parce que la plupart des gens qui regardent ça, avec le verbiage qu'on y met, les belles photos qu'on y rattache, pourraient penser, dire, attends, avant de dire que ce sont des vœux pieux, peut-être que ça dégage une certaine notoriété. Comment ça fonctionne, le Forum économique mondial? C'est que tout est formulé sous la forme d'intentions positives. Mm-hmm. Un exemple, M. Schwab, Klaus Schwab, fait la promotion de ce qu'il appelle « stakeholder capitalism », le capitalisme engagé socialement. Ouais. Ça sonne très bien, hein, que le capitalisme soit engagé socialement. Réunit des grands capitalistes, le grand capital, leur parle de ça. Ils sont tous d'accord que leurs entreprises devraient être engagées socialement, devraient participer à l'amélioration des valeurs de l'humanité et des comportements humains. Et tout le monde est d'accord, et c'est très bien, et on signe quelque chose, et puis là, on fait un document. Sur le document, on met plusieurs photos édifiantes de jeunes, d'enfants dans des contextes ethniques, et ça passe. Tout le monde a signé. Mais quand on y pense, qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est une invitation au grand capital d'assumer la gouvernance des peuples. Stakeholder capitalism, à la fin, c'est ça. Mais ce que je décrivais, ça sonnait si bien, hein? Mm-hmm. Bien, c'est ça que c'est. C'est comme ça que ça marche. Alors, on voit dans leur documentation des objectifs zéro pauvreté. Qui est contre ça? Il y a beaucoup de choses de cette nature-là. Ou l'égalité. L'égalité totale, l'équité, égalité, tolérance, acceptation, etc. Mais dans ces termes-là, parce que pour moi, ça sonne beau encore. Ouais. L'égalité, l'équité. Oui. Mais qu'est-ce qui est en arrière-scène d'un tel énoncé? Vous qui avez monté la trousse, qui avez fait plus de recherches que moi à ce niveau-là, qu'est-ce qui se cache en arrière d'un énoncé comme égalité, équité, qui semble, a priori, là, inoffensif? C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se cache en arrière? C'est une volonté et un mécanisme de contrôle totalitaire qui va te dire comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois penser, quelles doivent être tes valeurs, puis qu'est-ce que tu devras faire pour avoir du travail, pour pouvoir te déplacer, etc. Mm-hmm. C'est ça que c'est. On cherche tous l'égalité. Alors, si je te disais, moi, je suis en faveur de la santé. Es-tu en faveur de la santé? Certainement. Oui. Moi, je voudrais que tout le monde vive le plus longtemps possible. Es-tu d'accord? Absolument. Ben oui. Je voudrais qu'on ne soit jamais malade. Es-tu d'accord? Ben c'est possible, oui, certainement. Ouais. Alors, je vais imposer un certificat de vaccination à tout le monde. Et ceux qui seront réfractaires, ben tant pis pour eux autres. On va les confiner, on va les enfermer, on va les opprimer d'une façon ou d'une autre. Parce que vraiment, si on veut tous être en santé, il faut qu'on soit tous vaccinés. Il faut qu'on se fasse tous tracer. Il faut que tous nos comportements soient corrects. Mm-hmm. C'est ça le contrôle. Mais j'aime cette analogie-là. Ça m'aide à voir encore plus le totalitarisme en arrière de tout ça. Mais si on le transpose, par exemple, au niveau financier, quel exemple que vous pourriez me donner? En partant, on a parlé de la monnaie qui n'existe plus. Là, à savoir quelle méthode et quels moyens financiers seraient utilisés, on voit présentement tout un secteur de la population, tout un secteur de l'économie, les gens qui ont des petites entreprises, surtout dans le domaine où il y a de la convivialité et de l'échange d'informations, être tranquillement étouffés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner juste un petit exemple. Ouais. Radio-Canada fait des entrevues régulièrement avec des restaurateurs, des petits entrepreneurs,
où ils vont visiter, et puis là, ils demandent à l'entrepreneur, êtes-vous d'accord avec les mesures du gouvernement? Êtes-vous d'accord? Ah, puis la réponse, ah oui, oui, certainement qu'on est d'accord. Regardez tous les efforts qu'on fait. On a des plaques de plexi ici, on a tassé les chaises là, on a du savon ici. Ouais. La personne qui est le journaliste qui travaille pour l'Office de propagande de Radio-Canada demande à quelqu'un qui est à veille de crever de faim, qui est au bord de la faillite et qui dépend des subventions de l'État pour survivre, qu'est-ce qu'il pense des politiques de l'État? C'est comme ça que ça marche, le totalitarisme. Es-tu d'accord? Ben oui, je suis d'accord. Regardez tout le monde est d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu n'auras peut-être pas ta subvention ou on va te reclassifier zone rouge, puis ta business va tomber. On voit ça sans arrêt. C'est souriant en apparence, hein? Oui. Il y a combien de monde là, qui disent qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent pour survivre, pour avoir leur job, pour garder leur job, pour ne pas se faire pénaliser. Donc, la censure devient partie intégrante d'un Great Reset. C'est une censure implicite. Ben oui, c'est ça. Nobody left behind. Ça, c'est un des slogans du Great Reset. Oui. Personne n'est resté en arrière. Autrement dit, tu n'auras pas le droit de rester en arrière. Non. Tu vas être forcé à rentrer dans le rang. Là, on a parlé de santé. Ah, OK. Là, vous avez imagé la santé. On a parlé d'économie. Vous venez d'imager l'économie avec les censures, puis les montants d'argent. Puis si tu parles, bien, ça va coûter ton emploi, ça va coûter... Fait que là, on touche à l'économie, on touche à l'argent, on touche au portefeuille. Il y a des restaurants qui parlent d'ouvrir, mais qui se font menacer d'avoir des policiers devant les restaurants qui vont émettre des contraventions à tous ceux qui vont rentrer, puis à tous ceux qui vont aller dans le restaurant et au propriétaire, de sorte que le propriétaire revient sur sa décision puis il dit, bien, on n'ouvrira pas tout de suite, on va attendre. Fait que là, on voit comment ce totalitarisme-là s'ingère dans l'économie actuellement, puis on semble favoriser les magasins à grande surface au détriment des petites PME présentement. Fait qu'on vit ce totalitarisme-là. Mais si on parle d'extrême pauvreté, puis on veut l'imager comme on le fait avec la santé, comme on le fait avec l'économie, vous prendriez quoi comme image pour que les auditeurs puissent saisir l'ampleur de ce pilier-là qu'on veut emmener dans un Great Reset? Mais déjà, il y a tellement plus de monde qui sont totalement dépendants de l'État. Oui. Dépendants de ses politiques, dépendants de décisions qui sont faites sans opposition, de façon plus ou moins arbitraire, des subventions, des aides. Tout le monde demande des subventions, des aides. Autrement dit, tout le monde dit « j'ai besoin du chèque, de l'argent de l'État en partant ». L'autre question, c'est la différence entre qu'est-ce qui est promis et qu'est-ce qui va être réalisé. OK? Si moi je dis, regardez, les gens crèvent de faim en Afrique, là. Oui. Il faut faire quelque chose. Moi, je veux éradiquer toute la pauvreté qu'il y a en Afrique. Donc, donnez-moi le contrôle absolu de votre société. C'est ça. Est-ce que, ici, il s'agit de dire une minute, là. Est-ce que nous autres, ou est-ce que une population va donner le contrôle absolu pour avoir un résultat qui semble tellement désirable? Mais la promesse, le lien entre la promesse et la réalité, c'est pas la même chose. Ou la promesse et le livrable, c'est deux choses. Oui, c'est ça. Tous les systèmes totalitaires précédents, Hitler, il a promis d'éradiquer le chômage. Puis il a réussi. Il a réussi. Mais à quelles conséquences? Le socialisme, le stalinisme, ça plein de promesses. Retourner en arrière, puis regarder tout ce qui était promis, puis tout ce qui est promis. Ce qui est promis, et puis là, il y a un contrôle totalitaire. C'est ça l'affaire. Et tu n'as pas atteint l'objectif. Non. Les conditions de travail des travailleurs pendant le régime de Staline, c'était pire que n'importe quel prolétaire avant. Oui. Sauf qu'il y avait le rêve. Pensez-vous que c'était un cadeau empoisonné, la PCU, ou c'était du moins un premier pas vers un communiste? Plus ça va, plus oui. C'est un cadeau empoisonné, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui va arriver, là? Si on arrive à une situation où le gouvernement veut cesser d'envoyer de l'argent, il va y avoir de la révolte. Alors, la PCU,
là, je ne fais pas un procès d'intention, si on veut, mais ce serait une méthode. D'abord, d'affaiblir, de rendre les petits entrepreneurs et les travailleurs et les étudiants dépendants du gouvernement, leur faire accepter le principe, l'idée, collaborer. Puis une fois qu'ils seront suffisamment dépendants, là, si ça arrête à ce moment-là, les mesures de contrôle, on peut s'attendre à ce que les mesures de contrôle totalitaire amplifient. Mhm. C'est comme n'importe quoi. Si tu arrêtes d'envoyer le chèque, en échange, il faut plus de police, plus de contrôle des échanges, plus de traçage, plus de tout ça. Hein? Tant que tu envoies des chèques, les gens sont tranquilles, puis ah oui, ben c'est pas si pire finalement. Pour bien des gens, c'était comme un bonus, là, la pandémie au début. Pour certains d'entre eux, c'était plus payant de rester à la maison Ben oui. que d'aller travailler. Oui, oui. Ah, c'est quelque chose de gros. Présentement, là, les gens ordinaires ou les gens, on est devant un pouvoir immense. Toutes les élites. En termes bibliques, on dirait toutes les puissances et les principautés de la terre sont liguées pour implanter ça. Il se trouve avoir une unanimité. Au niveau des élites, oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Combien de magouilles, combien de pots de vin, combien de menaces, on ne sait pas. Mais il y a une unanimité qui est dangereuse. Regardez au Québec. Ouais. Il n'y a pas d'opposition. Personne ne s'inquiète de la liberté. Personne. C'est grave. Le marketing autour de la pandémie a été à ce point réussi. Oui. Oui. Ah oui. Wow. Oui. C'est... mais là, les gens, il faut se réveiller, il faut regarder, il faut voir. Et on rentre dans un monde qui est peut-être très différent de ce qu'on a connu jusqu'à date. Alors, il faut se préparer en conséquence puis s'adapter en conséquence. Tout ce que je dis ici, là, je le tiens non pas de messages complotistes ou de blogueurs, même pas de M. Trudel. Non, non. De la révision rigoureuse de la documentation fournie par le Forum économique mondial, les Nations unies, le Club de Rome et le Club de Rome. Et aussi avec le soutien du Fonds monétaire international. Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui encore croient, pensent, disent, déclarent qu'on va revenir à une normale après cette pandémie-là? Hein? Oui. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais, va voir ce que John Kerry. Aujourd'hui, là, on apprend que John Kerry est nommé comme, je pense, envoyé spécial pour l'économie. Il faut voir qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques mois au Forum économique mondial. Puis ce qu'il a dit, New Normal, le Old Normal n'existe pas. Ça ne fonctionnait pas, on va faire quelque chose de complètement différent. C'est une promesse, c'est un leurre, mais si on regarde la vraie documentation des gens qui ont le pouvoir, puis qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas ça. C'est pas ça, c'est un des slogans. Un New Normal. Un nouveau normal. C'est pas le vieux normal, ça, le normal d'avant, là. Quelqu'un qui a le pouvoir, que ce type de pouvoir-là qui te déclare que le retour à la normale, ça n'existe pas. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Peut-être que ça va exister. Si les gens se soulèvent ou si les gens résistent, peut-être qu'on va être capable de récupérer ça. Peut-être. Mais allez voir. Allez voir. Le site est là. World Economic Forum, la présentation de John Kerry au Forum économique mondial il y a quelques mois. C'est cru puis direct ce qu'il dit, lui-là. Là. Ouais. Puis il vient d'être nommé par ce qui sera peut-être le nouveau président américain. Alors, c'est pas juste de moi, là. Pas juste de moi. Les slogans qu'on retrouve partout. Build back better. Reconstruire, je ne sais pas comment on dirait en français, là. Mieux. Reconstruire différemment. Oui, différemment, n'est-ce c'est pas? encore pire. Ça, c'est un slogan qui a été mis par le Parti démocrate. Oui. Et aussi, c'est un des slogans qu'on retrouve dans le Forum économique mondial. Oui. Et c'est un des slogans qu'on retrouve dans le Club de Rome, qui a les mêmes objectifs, les mêmes agendas, la même interprétation du monde. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une couple de mois,
on parlait de ce Great Reset-là, puis les gens ne le croyaient pas. Ouais. C'était tout en catimini, caché. C'est quelque chose qui se travaille depuis plusieurs années, Oui. mais on n'en parlait pas Non. dans les médias. Ouais. Quand je disais tantôt... Y compris moi. Oui, Moi, j'étais pas- c'est j'étais certain. ouais. On était tous dans le même bateau. Oui. Puis de plus en plus, à l'intérieur de cette pseudo-pandémie-là, il y a eu des déclarations de Klaus Schwab, il y a eu des déclarations de Justin Trudeau, il y a eu des déclarations de plusieurs personnalités à travers le monde qui ont commencé à le dire haut et fort, The Great Reset. Ouais. Moi, ce qui me fascine, M. Tardy, c'est que malgré les lanceurs d'alerte qui étaient à l'affût puis qui disaient que ça s'en venait, puis qu'il y avait quelque chose qui était pour s'appeler The Great Reset, puis qui ont essuyé l'odieux de se faire traiter de complotiste. Aujourd'hui, on le vit. Puis parce qu'on le vit, puis il y a des gens encore qui n'en parlent, ces gens-là, même s'il y a des déclarations de la haute direction, des gouvernements, des gens influents à travers le monde, on se fait encore traiter de complotistes. C'est assez fascinant quand même. Ouais. Oui, c'est fascinant. Premier indicateur, il y a les gens qui disaient des choses il y a quelques mois ou il y a quelques années qui semblaient être folles et qui se sont avérées correctes. Ouais. Bien, gardez leur nom en note parce que ce sont des gens qui, essentiellement, avaient une analyse correcte de la situation. Ouais. OK, alors, rappelons-nous de ceux qui étaient traités de complotistes à cette époque-là. Deuxièmement, si quelque chose est suffisamment gros, monstrueux, alors dire que c'est là, ça fait tellement peur que les gens ne veulent pas le voir, ne veulent pas s'en rendre compte, ne veulent pas entrer dans ce type de monde-là où les élites politiques et médiatiques sont activement engagées à faire une transformation sociale à leur insu. Ouais. On veut croire que notre gouvernement nous dit la vérité. On veut croire que le gouvernement ne nous manipule pas. OK? Mais dans le moment, ce n'est pas ça qui est en train d'arriver. L'autre chose, c'est que, comme moi, comme les autres, je pensais, comme j'avais dit, bon, le Forum économique mondial, ils racontent n'importe quoi dans leur coin. Le Canada va signer des ententes aux Nations unies. Oui, c'est parce qu'ils sont obligés de les signer pour avoir l'air fin avec leurs électeurs progressistes. Mais ça ne se réalisera jamais. Hein? Paul Martin est allé signer des choses, Ouais. Justin Trudeau. Puis on les regarde aller, puis on les regarde faire. On dit, ah oui, ils font ce qu'il faut pour avoir le vote des écologistes ou avoir le vote des progressistes. OK? C'est pas grave. Ça ne nous arrivera pas. Ici, ça arrive sud de Montréal, on est pépère, on est tranquille. Hein? Ben, ça, c'est pas sérieux, mais si c'est sérieux, wow! Parce que ces choses-là, ce dont je fais référence, c'est des documents qui datent de jusqu'à 15 ans, qui sont officiels, qui sont signés et dont les engagements sont clairs. Mais vis-à-vis du Canada, c'est plus qu'un engagement clair. C'est un engagement comme volontaire. Justin Trudeau, là, est en train d'implanter une transformation radicale de la société, ici, maintenant, puis c'est ce qu'il veut faire. Il ne veut pas vraiment dire à tout le monde que c'est ça. Non, non. Mais, si on regarde les documents qu'il a signés, c'est ça. Alors, regarde, que les gens voient, c'est pour ça que c'est important d'aller dans les documents originaux. Ouais. Et pareil, de la même façon que les gens auraient dû lire le Mein Kampf en 1935, puis là, qu'il aurait dû le prendre au sérieux, lisez, là. Lisez ce qui est dit. Grattez tout le sucre, les belles images, puis les belles affirmations de, tu sais, on va éliminer la pauvreté, tout ça, là. Ouais. Puis regardez les mécanismes qu'il y a en arrière. Tu sais, ce que j'ai En fait, c'est ça le Great Reset. C'est pas tant ce qu'on affiche que les mécanismes cachés derrière. Ah oui. Ah oui. Tu lis le guide sur l'éducation des enfants. Ça a l'air très joli. Un adulte de confiance. C'est merveilleux, ça. Qui ne voudrait pas avoir un adulte de confiance? Oh, mais au détriment du parent. Et c'est qui cet adulte de confiance-là? Ça va être quel enseignant, qui a quelle idéologie, qui a quel agenda, qui a quel... Hein? Ouais. Ça met en surface. Quand on pense qu'il y a des gens qui ont des mauvais parents, puis ça existe, tu sais. C'est bien d'avoir un adulte de confiance comme un spare, comme une roue de secours. Ouais. C'est là où on voit que ça cloche. Un exemple sur comment penser. Qu'est-ce que c'est une idéologie qui te dit à la planète comment penser? On déclare que
Les organisations qui sont les plus diverses culturellement sont les plus efficaces. Moi, je veux croire ça. Toi aussi, probablement. Ah, c'est bien, la diversité, c'est plus efficace. Bon, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, le croire? Ça veut dire croire que c'est vrai ou croire que ce serait bien? À bien y penser, moi, quand je pense à ça, je regarde dans le passé, souvent les organisations faisaient tout pour que les gens qui en faisaient partie avaient à peu près les mêmes valeurs, les mêmes principes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Les organisations militaires, là, ils font beaucoup d'efforts pour uniformiser jusqu'à un certain point les codes et les comportements. Ouais. C'est pas pour rien, c'est parce que ça fonctionne. Mais là, on se fait dire de croire quelque chose. C'est la même chose avec la théorie des genres. Un instant. Moi, la théorie des genres, en ce qui me concerne, c'est de la perversion. Mhm. Mais on se fait dire de croire ça, et toute la planète va apprendre ça. Tu sais? Il y a l'égalité homme-femme. Moi, je suis d'accord, toi aussi, tout ça. Mais l'équité, c'est autre chose. Ça dépend du type de société qu'il y a. Dans certaines sociétés, le taux de natalité est très élevé. Les gens n'ont pas de soutien étatique, il n'y a pas rien. C'est la famille qui est importante. Puis dans d'autres sociétés, comme la nôtre, la famille a moins d'importance. Alors, il devrait y avoir un certain balance dans les rôles, puis rien de ça. C'est un modèle unique qui est imposé. Vis-à-vis des religions, c'est la même chose. Ce que tu crois n'a pas d'importance. Tout le monde est ensemble en autant que tu tolères l'autre et toutes les croyances sont équivalentes. Bien, c'est pas chrétien, ça. Mais là, on se fait dire de croire ça. Parce que c'est beau, c'est bien. Mais non, excusez. Quelque chose devrait être cru parce que c'est vrai. Et un humain sur la Terre et devrait chercher la vérité. Que vous et moi, on n'y adhère pas puis qu'on n'y croit pas parce qu'on on a grandi d'une certaine façon, avec une certaine culture d'époque. C'est une des raisons pourquoi on veut l'étaler à nos enfants, pour les endoctriner, pour en faire des enfants unilatéralement qui, à travers le monde, croiront les mêmes choses. Bien, c'est ce qu'il veut faire. Mais non, on devrait enseigner à nos enfants ce qu'on croit qu'il est vrai. Absolument, je sais. Mais on met tellement de pression sur, aujourd'hui, de plus en plus, on va interdire l'école maison, on ne veut plus que le parent éduque l'enfant, on veut les remettre à l'État, à des systèmes d'éducation. Et il y a une raison pour ça, c'est parce qu'on veut les emmener à penser puis les endoctriner d'une certaine façon. Là. C'est ça, exactement. Puis c'est pour ça qu'on veut leur présenter peut-être aussi des adultes de confiance qui seraient à l'extérieur du nid familial, de sorte, et donc quand j'ai entendu une déclaration de Joe Biden qui disait qu'un enfant de 8 ans devrait choisir son sexe. Il est conforme aux agendas de l'agenda 2030. Ben oui. Te rends-tu compte? Oui. Un enfant de 8 ans devrait choisir son sexe. Mais ça prend 18 ans pour aller au bar. Ça prend... Non, mais c'est vrai. Tu devrais l'envoyer au bar, le petit, avant. ça serait moins dangereux. Écoutez, j'ai une dernière question pour vous parce que je vais utiliser le terme athée. Vous étiez athée par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au développement durable ou au Great Reset. Qu'est-ce qui a fait le déclic qui vous a amené à dire « Attends une minute, là, il y a quelque chose qui se passe, et je vois qu'il y a un totalitarisme qui commence à vraiment monter à travers le monde. » Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette prise de conscience-là? Ça date d'avant le Great Reset, avant tout ça. Hein? Je veux juste revenir sur ce que tu as dit. Fixons-nous sur ça, juste ça. Joe Biden a dit qu'un enfant de 8 ans devrait pouvoir choisir son sexe. Puis imagine que tout le capital mondial, que les Nations unies enseignent la même chose et ont le plan d'enseigner la même chose à tous les enfants de la planète. Ouais. Recule-toi, là, puis dis, regarde ça, là. Qu'est-ce que je vois, moi, quand je regarde ça? Une abomination. C'est sûr. Point. Ça a peut-être le soutien même du pape, pour tout ce que je sais, de tous les gouvernements, de tout le grand capital, des Nations unies. Ça ne change rien. On est devant une abomination, un blasphème planétaire sur le plan chrétien. Mais par rapport à tout ce qui est en train de prendre place, parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu cet éveil-là par rapport à tout ce qui prend place, le totalitarisme et tout ce qui prend... Parce que c'était quelque chose qui, vraisemblablement, à un certain moment, à une certaine époque, vous n'y croyiez pas non plus, là.
vis-à-vis du Great Reset, du plan totalitariste, ce qui m'a amené, c'est la lecture des documents et leur interprétation des mécanismes Ouais. qui sont sous-jacents à ça. OK? Ça n'existait pas à l'époque. Je suis croyant maintenant. Ouais. Ce qui aide aussi, puis je pense que ça aide tous les croyants parce que il y a énormément de gens dans le moment qui se rebellent, si on veut, contre ces agendas totalitaires. On les voit sur l'Internet. Beaucoup de gens sont incroyants et parlent à partir d'une position comme de quête de vérité. Ce sont des médecins, ce sont des gens comme ça. Pour le croyant, il y a un avantage de plus, je dirais, dans le sens que nous autres, on a une autre source d'autorité. Ouais. On a une autre perspective. On a une autre perspective de la vie comme un tout devant Dieu. Ouais. Et ça nous aide à prendre un certain recul. Ça nous aide à comprendre et avec l'enseignement, si on regarde l'enseignement évangélique, l'enseignement biblique, c'est clair que ce qui est proposé n'est pas chrétien. Juste sur le plan de la doctrine, ça ne l'est pas. Alors, on a une capacité d'interpréter et de comprendre. On a comme un instrument pour voir, qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais, On a un baromètre. Un baromètre, si on veut. Un instrument de mesure qui permet de juger ce qui est proposé par rapport au message évangélique. Alors ça aide énormément. Ça aide Puis là, en partant, de dire toutes les religions sont équivalentes. Non, c'est pas chrétien, ça. C'est pas tout équivalent. Il y a un Fils unique de Dieu. Alors, pour une personne qui provient d'une expérience, d'incroyance dans le moment, puis qui se débat, d'accord, il est capable de se débattre un peu de ce côté-là, mais il ne détient pas une forme d'enseignement, une autorité alternative qui va permettre de résister à ça de façon beaucoup plus claire. Il ne possède pas autant de... D'ailleurs, on voit que c'est beaucoup des chrétiens présentement qui se rebellent. Les sites chrétiens, les sites Internet, les nouvelles, qui ne sont pas capables d'accepter ça. Est-ce que les chrétiens font assez? Non. Mon Dieu, non. Non, mais ça fait tellement d'années là, que la vie est facile pour les chrétiens, que tout est facile. Tu vas à l'église, il n'y a rien là, tu vas à des rencontres, des réunions, personne ne t'a jamais empêché. Il y a une érosion tranquille, mais ce n'est pas de la faute à personne, tout ça. Alors, les chrétiens ont perdu la capacité de résister. Ils ont perdu la capacité de vivre dans un... On prend pour acquis depuis tant d'années que notre gouvernement est généralement sympathique. Le Canada, il y a 50 ans, c'est un pays officiellement chrétien. La devise du Canada, c'est un psaume. Ça provient d'un psaume. OK? Puis là, maintenant, c'est tellement autre. Ouais. Alors, même le blason, l'écusson est encore là, mais ce qui est en dessous, c'est un agenda totalement opposé. Alors là, on est dans un régime, je pense que l'équivalent de dire, qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais chrétien pendant le régime nazi? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais fait? Comment? C'est pas évident. Non. C'est pas évident. Là, il va falloir savoir se rassembler de certaines façons. Il va falloir récupérer qui est prêt à dire non, c'est le Christ qui est au centre de ma vie et non pas ce que tout le monde entier, y compris tout un paquet de religions dans Religions for Peace déclare. Ouais. Il va falloir être prêt à être devant un message du monde tellement fort et cohésif et de dire non, c'est pas ça. C'est pas ça qui guide ma vie, puis c'est pas ça qui va guider la vie de mes enfants puis de mes familles. C'est pas facile, ça. C'est pas évident, ça. Non. Qu'est-ce que les gens faisaient pendant le régime stalinien? Comment est-ce qu'ils se démenaient? Je ne sais pas. Bien, il faut s'informer, il faut commencer à regarder. Ouais. Il faut regarder. Du moins, il faut avoir une réflexion. Une autre chose que je dirais, ce qu'il faut faire, c'est à savoir lire. Faites attention, là. Parce que tous les messages qui proviennent de systèmes médiatiques proviennent de toute une organisation qui peut les contrôler. Derrière eux. À la fin, c'est la lecture d'un texte, puis d'un texte assez ancien aussi, qui date d'avant tout ça. Ouais. Alors, si les gens veulent savoir comment on pensait autrefois, qu'est-ce que c'était des valeurs alternatives, qu'est-ce que c'était des sagesses qui viennent d'ailleurs, il va falloir qu'ils soient capables d'aller les lire.
Monsieur Tardy, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. J'espère que vous, à la maison, vous en avez appris un peu plus sur le Great Reset ou la grande réinitialisation. N'oubliez pas, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, les documents en question, M. Tardy a préparé une trousse d'informations sur le sujet de la grande réinitialisation que vous pouvez télécharger en allant sur le lien qui apparaît directement en dessous de cette vidéo. C'était Jean-François Denis qui vous dit à la prochaine. Go play, ready?